Je pense qu'on peut commencer. Je vous remercie d'être présent pour ce conseil municipal du 26 mars 2024. Donc je vais ouvrir la séance donc après avoir constaté que le quorum est atteint. En suivant l'ordre alphabétique, normalement c'était M. Mélier qui était le secrétaire de séance. M. Mélier est excusé. Donc si on suit l'ordre alphabétique, Madame Laetitia Pouillot, vous êtes d'accord? Très bien. Les pouvoirs. Madame Stéphanie Fernandez a donné pouvoir. Ça, je ne m'y attendais pas, je suis désolé. On va y arriver. Madame Fernandez a donné pouvoir à M. Camerini. M. Horter, qui est excusé, participe à une réunion, une autre réunion actuellement, donne pouvoir à Madame Léandre. M. Gandon donne pouvoir à M. Sibous. Madame Duru me donne pouvoir. Et donc, M. Mélier donne pouvoir à Madame Verneau. Vous avez reçu en temps et en heure le procès-verbal de la dernière séance du 20 février. Avez-vous des remarques, des observations? Non? Pas d'intervention. Très bien. On va passer directement au vote. Donc, pour les présents, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Pour les personnes, les conseillers qui ont un pouvoir, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, donc le dernier procès-verbal est adopté à l'unanimité. Diverses informations rapides. Donc le premier, on vous en a informé, c'est le report de la présentation du projet Aldi à une séance ultérieure. Donc la société Aldi m'a informé très récemment, ce matin, de bonne heure, de ne pas pouvoir présenter un projet abouti, mais qu'elle avançait bien malgré tout. Je laisse donc à l'entreprise et à M. Vicente, chef de projet, le soin de revenir vers nous dès lors qu'elle sera prête à nous présenter un dossier complet et finalisé. Je vous rappelle, certains avaient fait la remarque que les études géophysiques ont été faites il y a quelques semaines. D'ailleurs, il y en a eu aussi sur le terrain d'avant, côté de l'ancienne pharmacie, donc pour le projet de notre pharmacien, Julien Roch. Information sur le centre aéré de février. Je vous rappelle que traditionnellement, nous indiquons les résultats des centres de loisirs, d'autant plus qu'ils sont encore très bons. Donc vous voyez qu'il y a une participation importante, qui va de 29 à 32 selon les journées, avec donc un bon accueil. Alors volontairement, il n'y avait pas d'ados là. Donc vous avez uniquement les tout petits, les 2-5 ans, les 6-11 ans. Normalement, c'est sur l'écran. Stéphanie, c'est bon? Oui, très bien. Si certains souhaitent avoir le document, on leur fera bien évidemment parvenir. J'ai envie de dire, dans la suite de ce point, nous avons régulièrement la demande de la com d'Aglo pour que le centre de cet été soit organisé sur 4 semaines au lieu de 3, ce qui porterait donc du 8 juillet, puisque la fin de l'école est juste avant, du 8 juillet au 2 août 2024. Nous avons vu avec les personnels concernés, on a regardé aussi au niveau de l'organisation des vacances, mais c'est encore affiné avec Frédéric. Donc moi j'ai pris la décision d'accepter cette possibilité, alors tout en sachant bien évidemment que les charges de personnel, les charges d'entretien des locaux, toutes les charges seront supportées et remboursées par l'agglomération qui est compétente en matière d'accueil de loisirs dans le cadre donc des charges supplétives. S'il y a une question ou quoi par rapport au point d'information, n'hésitez pas, il faut m'interrompre et on peut compléter. Alors un point qui me tient à cœur et qui tient encore plus à cœur à certains de nos élus, c'est la reprise des marchés des artisans et producteurs locaux. Chaque deuxième mercredi du mois, donc à partir du 8 mai prochain, de 16h à 19h, place Ferréol.
avec un nombre d'exposants qui correspondrait pour l'instant au minimum qu'il nous fallait pour pouvoir continuer, mais bon, il y a encore des recherches à effectuer. Chantier d'insertion, même si on en reviendra tout à l'heure, je vous rappelle, et je l'avais déjà dit au dernier conseil municipal, que nous avions reçu le bilan d'activité 2023 du chantier d'insertion, alors avec un bilan très synthétique qui est là, et un bilan final avec toutes les facturations qui est beaucoup plus important. J'avais invité les conseillers qui souhaitaient l'examiner. Je n'ai pas eu grosse demande, voilà, le document est toujours là, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai lu. Donc, il est toujours à votre disposition pour consultation à la mairie. Ce bilan retrace l'intégralité des actions réalisées par le chantier d'insertion tout au long de l'année. Les actions ont, par exemple, consisté à divers travaux de chemins communaux, d'entretien de nettoyage de la rivière, de la Marne, de fossés, d'abattage d'arbres tombés. Et l'équipe du chantier d'insertion a aussi réalisé des travaux de maçonnerie, de peinture près du temple de Mono. Et je précise qu'au beau jour et très prochainement, vous indiquera la date, il y aura une inauguration donc, de cet espace de Mono. Pour ceux qui y sont allés ou qui y passent régulièrement, vous avez pu voir l'avancée des travaux et notamment le lavoir. Toujours pas de questions ou quoi, je continue, je déroule. Donc réouverture du point de dépôt des déchets végétaux aux ateliers municipaux, donc à compter du 1er avril jusqu'au 31 octobre prochain. Les 2 points de Ganglue et des Sompes-sur-Marne rouvrent normalement. Donc je reprécise quand même qu'ils sont bien réservés aux tontes de pelouse, de taille, d'élagage, de branches d'un diamètre inférieur à 10 cm, de végétaux divers, feuilles, fleurs, paille et compagnie. Donc ce point de dépôt se situe toujours actuellement, même si on est en discussion avec la commune d'Aglo, rue de la Marne, derrière les ateliers municipaux, et les horaires d'ouverture sont inchangés, mercredi et samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Dernier point d'information, parce que je pense qu'il faut toujours s'y prendre à l'avance, 9 juin prochain, élection européenne. Tous les conseillers, dans un premier temps, ont été sollicités pour tenir des permanences sur les différents bureaux de vote. Pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore positionnés sur un créneau, un tableau est à votre disposition et circulera pendant la séance. Il est déjà en train de circuler, afin de le compléter. Une fois qu'il sera complété, nous ferons la même démarche auprès des scrutateurs des dernières élections, donc afin de pouvoir organiser au mieux et bien à l'avance la tenue des bureaux de vote et du dépouillement. Donc voilà, et je vous remercie à l'avance pour votre participation à cette action citoyenne qui d'ailleurs incombe aux conseillers municipaux et pour lesquels nous sommes très heureux d'accueillir des habitants, dont des jeunes, à chaque élection. Dernière des dernières informations qui concerne l'ordre du jour. Donc vous avez vu qu'il est consacré pour partie et grande partie au vote du budget primitif 2024. Pour le vote du compte administratif 2023, il sera donc nécessaire de désigner un président de séance. Alors, comme les années passées, ce sera Xavier. Alors, Frédéric, vous avez... Bon, ce sera Xavier, voilà. Bon. C'est pas bien grave, on n'a pas de texte qui nous... Voilà. Ouais. Très bien. Vous serez également invité, alors ça c'est très important, avant de partir, à signer les documents budgétaires en fin de séance. Donc merci de ne pas partir avant de les avoir signés. Très important. Le budget qui vous sera présenté donc, ce soir par Xavier Christophe Lecomte, adjoint aux finances, donc, est le résultat d'un gros travail de préparation en amont, initié dès le 9 décembre dernier par la réunion traditionnelle maintenant depuis le début du mandat d'orientation budgétaire. Par la suite, il y a eu pas moins de 4 commissions des finances entre février et mars, dont une conjointe avec la commission travaux, donc qui a eu lieu pour préparer et proposer ce budget qui vous est présenté ce soir.
Moi, je tiens à remercier toutes celles et ceux, élus, personnel administratif, qui ont œuvré pour l'établissement de ce budget 2024. J'en profite pour dire que derrière, je l'espère, le vote du budget, il y aura certainement une réunion, principalement, mais tout conseiller sera bienvenu, mais principalement avec les adjoints et délégués en charge des différents dossiers liés à l'investissement, pour qu'on essaie de lisser un petit peu au cours de l'année à quel moment effectuer telle ou telle opération, en lien avec, bien évidemment, notre trésorerie. Très bien. Eh ben, on peut y aller sur la première délibération, qui est la délibération 21, pour laquelle vous allez avoir deux petits diaporamas, un premier, puis peut-être un deuxième par la suite. Donc il s'agit donc de l'association Un Château pour l'Emploi. Il s'agit de la convention 2024 relative à la mise en place d'une action d'insertion avec la commune des Saumes-sur-Marne, avec autorisation de signature. Donc je vous rappelle qu'un partenariat existe depuis 2016 entre la commune des Saumes-sur-Marne et l'association de réinsertion professionnelle basée à Coucy-le-Château, Un Château pour l'Emploi. Donc il s'agit de mettre en place une action d'insertion pour des jeunes, des moins jeunes. J'ai regardé dans le bilan, il y a environ tous les âges jusqu'à un peu plus de 50 ans. En situation de décrochage du monde du travail et des demandeurs d'emploi issus de Pôle emploi de Château-Thierry et des bénéficiaires de l'ARE, l'allocation retour de l'emploi, gérée par le Conseil général. Bon, les objectifs de cette action visent à une reprise d'activité et l'apprentissage des règles de travail en groupe, la revalorisation de l'image de soi et de la dynamisation, l'émergence de la mise en œuvre de projets individuels d'insertion professionnelle, de permettre aussi à des demandeurs d'emploi de retrouver le monde du travail en alliant une formation et une remise en activité, de renforcer les conditions d'accès à l'emploi ainsi que l'entrée en formation qualifiante, et enfin de valoriser les salariés par la sensibilisation à la dimension culturelle, historique et prestigieuse de leur travail. Donc cette action est prévue chaque année pour 12 bénéficiaires. En fait, il s'agit de 2 équipes de 12 qui travaillent donc sur l'ensemble de la semaine en permutant, chaque personne devant assurer 20 heures. Une question. Donc après un bref... Oui, pardon. Par rapport à toutes les personnes qui ont... Attends, il faudrait le micro parce que sinon on t'entend pas. Nous on t'entend, mais... Donc je demandais, par rapport à toutes les personnes qui ont bénéficié de cette aide-là, est-ce qu'on sait combien sont réellement retournés vers l'emploi? Oui. Alors justement, voilà. Donc on a le document avec le retour. On a plein d'indications. On a l'âge, on a hommes-femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont en chantier d'insertion, il ne faut pas l'oublier. On a le retour à l'emploi, le retour à certaines formations et autres. Alors là, je pourrais le reprendre ou alors je te confierai le document. Bien évidemment, l'idéal, ce sera un retour à l'emploi complet, ce qui n'est malheureusement pas obligatoirement le cas. Je tiens à dire que, par exemple, dans les bénéficiaires de ce chantier, on a des gens qui sont en RSA, donc en revenu de solidarité active, on a des gens qui sont en ASS, ça c'est l'allocation de solidarité spécifique, on a une personne qui est en allocation adulte handicapé, on a des gens qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, en allocation de retour à l'emploi. Alors il faudra que je retrouve la bonne page pour te dire, bon, ouais. Mais on en a, alors de tête, ça doit être à peu près un tiers environ, un peu moins d'un tiers. Et les autres ne sont pas non plus perdus pour autant. Hein. Il y a encore des mécanismes derrière. Voilà. Donc, il vous est proposé de renouveler la signature avec cette association. Le coût global de l'action, donc évalué à 67 225,72 €, hors matériaux et matériels, qui sont comptabilisés par ailleurs ici. Donc, je vous invite donc à m'autoriser à signer la convention avec l'association Un Château pour l'Emploi pour l'année 2024.
les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2024 de la collectivité au chapitre, à l'article, pardon, et pas au chapitre, à l'article 62-18. Alors, j'avais fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit calcul, déjà depuis quelques temps, le tout que je sais que je le retrouve. Donc, assez simple, hein, 12 fois 20, ça nous fait donc 240 heures. Alors, si on fait en équivalence ETP, emploi temps plein, ça ferait 6 emplois, 3 quarts. Mais il faut voir que les personnes qui sont dessus ne sont pas des gens qui sont complètement performants sur le métier. Ils n'ont pas leur qualification complète et tout. Donc, on ne peut pas calculer obligatoirement comme 6 ETP 3 quarts. Hein. Mais au moins la moitié, ça c'est clair. Le chef de chantier a changé. Maintenant, il s'agit de Bernard, qui en plus est très spécialiste dans la maçonnerie, et pas seulement. Donc, voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Je tiens à rappeler qu'il y a un certain nombre de chantiers d'insertion. Il y en a moins qu'avant, d'ailleurs, hein, sur le territoire, beaucoup moins. Avec ma casquette de la mission locale, je suis habitué aussi à travailler avec différents d'entre eux. Hein. Je pense au petit boulot de Lemois, entre autres, mais pas seulement. Hein. Donc voilà. C'est quand même un formidable levier pour que certaines personnes puissent retrouver la vie active, un métier et derrière une vie, j'ai envie de dire, plus normale, entre guillemets. Hein. Le terme n'est pas très bon. Voilà. Il y avait une question il y a quelque temps de Pascal Fradenarech sur qui suit le chantier d'insertion. Je peux lui répondre en disant que j'y vais très souvent. Michel Horter aussi. Donc il y a un suivi qui est fait par très régulier. Et dans le prochain travail qu'ils ont, vous avez vu qu'on a commencé pour les marches à la salle polyvalente. Il y aura des travaux de maçonnerie qui sont prévus si on a bien l'acquisition rue de la Marne pour pouvoir agrandir le passage rue de la Marne. Là, c'est du muret. On réfléchit aussi à reconsolider un petit peu le mur du cimetière ancien. Puis il y a d'autres travaux qui sont prévus. Il y aura de quoi faire. Il n'y a pas de souci. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement au vote. Donc, pour les conseillers présents, qui est contre, donc 1, 2, 3. Qui s'abstient, 1, 2. Pour les conseillers qui ont un pouvoir qui est contre, 1. Qui s'abstient, ok. Donc, sur 23, 4 contre, 2 abstentions, ça fait 6, donc 17 pour. Merci. J'ai encore la main pour la délibération 22. Donc, il s'agit du renouvellement d'un contrat parcours emploi compétences à temps non complet au secrétariat de la mairie pour approbation. Donc, je vous rappelle que les collectivités peuvent recourir aux contrats dits PEC, parcours emploi compétences, qui sont des contrats de droit public. Je vous rappelle qu'un agent de la commune a pu bénéficier d'un contrat PEC en 2023 pour une durée de 1 an. Celui-ci s'achevant en avril prochain, peut-être le 12 avril, si je ne m'abuse, il est possible de reconduire ce contrat pour une durée de 6 mois, dans les conditions suivantes, 20 heures par semaine et prise en charge par l'État à hauteur de 35%. L'agent réalise actuellement des missions d'accueil et de secrétariat. Je vous invite par conséquence à approuver le renouvellement de ce contrat PEC à temps non complet à compter du 3 avril 2024 pour une durée de 6 mois et à m'autoriser à signer le contrat unique d'insertion avec la mission locale et d'inscrire les crédits nécessaires à sa rémunération au budget communal. Y a-t-il des questions, des interventions? Non? Très bien, on va passer au vote. Donc, parmi les conseillers présents, qui est contre? 1. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, si je ne m'abuse. Pour les conseillers qui ont des pouvoirs, qui est contre? 1.
Qui s'abstient? OK. Donc, sur 23, nous avons 2 contre, 5 abstentions et donc 16 pour. C'est bien cela? Très bien. Eh bien, je vais céder la parole à Xavier Christophe Lecomte pour le compte de gestion. Celui-là, j'ai encore le droit de rester. Hein. Très bien. Xavier, vas-y. Alors bonsoir ou rebonsoir. Donc on a plusieurs sujets à voir ensemble ce soir. On commence par le compte de gestion 2023. Donc comme vous en avez l'habitude, dans ce compte de gestion, on retrace les opérations budgétaires et en dépenses et en recettes, selon une présentation à celle qui ressemble à celle du compte administratif. Ce compte de gestion est soumis au vote du conseil municipal, qui peut ainsi constater la stricte concordance entre ce compte administratif, qu'on verra tout à l'heure, et ce compte de gestion. Vous avez reçu dans les documents qui vous ont été transmis avec la convocation ce compte de gestion. Je pense que vous l'avez bien évidemment consulté, étudié, analysé. Avez-vous des observations, des questions à ce sujet? Alors dans ce cas, on peut passer directement au vote. Donc, pour le vote, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Donc, nous allons passer à la délibération 24. Le compte administratif, je vous laisse. Donc, Tout à l'heure. Donc le compte administratif 2023, vous avez un bref résumé de ce compte administratif en page 4 de la note que vous avez reçue. Vous avez également reçu le compte administratif dans sa globalité avec la convocation pour ce présent conseil. Notez un excédent de l'année en section de fonctionnement de 457 063,05 € et un déficit d'investissement de 299 756,49 €. Ce qui, moi, me frappe, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est la baisse de nos emprunts. J'ai fait un petit calcul en disant nos emprunts restendus en fin d'exercice, donc au 31 décembre, ont baissé puisque en 2014 on était à 1 814 000 € de restendus et fin 2023 nous sommes à 597 000 €. Donc vous voyez, on s'est globalement désendetté. Donc je pense que vous avez également consulté ce compte administratif en long, en large, en travers, que vous avez dû regarder tous les tableaux qui y figurent, c'est très intéressant. Je précise que nous avons sur ce compte administratif un décalage de 1 centime par rapport au compte de gestion. C'est une question qu'on avait soulevée déjà l'an dernier. On avait dit qu'on verrait comment régulariser cette affaire-là au cours de l'année 2023. Et on va le voir dans la délibération juste après, comment régulariser cette histoire de 1 centime. Avez-vous des observations? C'est bon pour vous? Dans ce cas-là, je vous propose... Ah, pardon, madame. Une question, pas de souci. Je pourrais avoir comme l'an dernier le grand livre, s'il vous plaît? Oui, je vous le transmettrai. Je pense que c'est fonctionnement investissement, s'il vous plaît. Oui, je vous le transmettrai comme l'an dernier. Ok, merci. Je vous en prie. Donc c'est bon, on va passer au vote. Alors, pour les présents, qui est contre? Qui s'abstient? Pour les personnes qui disposent d'un mandat, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie de cette unanimité. Je ne sais pas où il est parti. En attendant qu'il revienne, et je lui donnerai le résultat, on va passer justement à l'affectation du résultat 2023, le point numéro 25. Donc, comme vous le voyez, sur l'excédent reporté de la section de fonctionnement de l'année antérieure, vous avez un petit astérix qui vous signale que c'est là où on corrige cette histoire de 1 centime que nous avions relevé l'an dernier à la même époque.
C'est une correction qui nous a été, après quelques échanges nourris, il nous a été suggérée par notre conseiller aux décideurs locaux. Pour le reste, l'affectation du résultat de l'exercice 2023, vous avez les éléments sur la note en page numéro 5. Je vais que donner le résultat. On constate, on compte 1068 un excédent de fonctionnement capitalisé de 541 293,28 € et un excédent, en ligne 002, pardon, un excédent de résultat de fonctionnement reporté de 435 229,45 €. Il est donc proposé d'affecter le résultat de la manière suivante au 1068 541 293,28 €. Je vous invite à valider cette proposition et le micro est précieux. Avez-vous des observations sur ce projet? Alors, juste avant de passer au vote, je voudrais donner à Monsieur le maire le résultat du vote précédent. Sur le compte administratif, nous avons un vote à l'unanimité. Donc, on en revient à l'affectation du résultat et je te laisse. Il n'y a pas de demande d'intervention? Non. Très bien, on passe directement au vote alors. On y va? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, pour les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Ben voilà un nouveau vote unanime. J'ai envie de dire qu'il reflète bien aussi tout le travail préparatoire en commission. C'est tant mieux, mais ne présumons pas la suite. Eh bien, je vais enchaîner, si vous voulez bien, avec un point pour information qui est la présentation des provisions budgétaires. Vous savez que depuis un décret de 2022, nous n'avons plus besoin de délibérer en conseil municipal sur les provisions que nous constituons ou que nous ajustons chaque année. Donc, on vous présente la situation des provisions sur lesquelles nous avons travaillé pour l'année 2024, avec une dotation en provision pour des créances des particuliers qui s'avèrent impayées pour un montant de 635,69 €. Alors je le précise parce que je n'ai pas été clair, ce n'est pas les créances qui sont 665 €, c'est la provision qui est de 635 €. Une provision pour le compte personnel de formation, provision d'un montant de 699,70 € et enfin une provision pour un compte épargne-temps, provision de 1683,74 €. Avez-vous des interventions à ce sujet-là? Il n'y aura pas de vote derrière. Non, on peut enchaîner. Alors, on enchaîne sur la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d'investissement, le point numéro 26. Alors, comme vous le savez, lorsque nous avons besoin de faire des déplacements de crédit d'un article à un autre, d'un chapitre à un autre, logiquement, on est censé vous présenter une délibération modificative du budget. Toutefois, depuis la mise en place de la norme M57 au 1er janvier 2023, ici même, nous avons la possibilité de déroger à des délibérations modificatives, en autorisant d'entrée de jeu, si je puis dire, dès le vote du budget, la possibilité à Monsieur le maire de déplacer par lui-même des crédits d'un article à un autre, mais en restant dans la même section. Exclusion faite, bien sûr, du chapitre 12 consacré aux dépenses de personnel. Il y a une limite à cela. Ces déplacements de crédit doivent être limités à 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donc, on fait le calcul à chaque fois pour savoir si on est bien dans les clous ou pas. On a déjà utilisé ce mécanisme l'an dernier plusieurs fois, et comme à chaque fois, et ce sera la même chose cette année, si vous choisissez de reconduire ce dispositif, eh bien, on vous fera un compte-rendu systématique des déplacements, des fongibilités, si je peux dire ça comme ça, qui auront été exercés au cours de l'année. Avez-vous des observations? Bon, c'est une mesure de simplification bien comprise. C'est important parce que ça nous évite les modifications budgétaires et puis ça se fait en toute transparence, en toute information et c'est limité. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, c'est pas béni en termes de gestion. Donc sur cette délibération numéro 26, qui est contre? Qui s'abstient?
pour ceux ou celles qui ont des pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Donc, nouvelle unanimité, merci. Je vais céder la parole à Virginie Souchal pour les prochaines délibérations. Je crois qu'il y en a 3, si je ne m'abuse. Je remercie Frédéric qui a contribué à parler plus fort. Virginie, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc oui, la délibération numéro 27 donc, concernant l'aménagement des sentiers de randonnée. Donc il s'agit de faire une demande de fonds de concours auprès de la carte au titre de la deuxième enveloppe. Donc comme vous le savez, la municipalité d'Essômes-sur-Marne est très investie dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la commune. Depuis plusieurs années, le partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, communément appelé le CEN, permet de protéger la biodiversité. Des espèces rares ont été recensées et font l'objet d'un suivi scientifique. À titre d'exemple, sur notre commune, le crapaud sonneur à ventre jaune, l'écrevisse à pattes blanches, les orchidées sauvages, le daphné du bois joli, etc. La volonté de valoriser et de préserver cette richesse en permettant aux habitants de mieux connaître leur territoire a conduit les membres de la commission environnement à concevoir plusieurs parcours de randonnée nature. Donc ces parcours, vous en avez déjà la connaissance, nous avons mis les liens plusieurs fois dans la newsletter vers l'application Visorando, puisque des fiches rando ont été créées. Donc un parcours d'une dizaine de kilomètres, partant du centre-bourg et permettant de profiter des atouts paysagers de la commune. Bien évidemment le bord de Marne, les coteaux et les zones naturelles protégées par le CEN. Et puis donc 5 parcours satellites, donc plus courts, de 2 à 4 km, accessibles en cela au plus grand nombre et visant à faire connaître et à relier les hameaux. Donc c'est ce que je vous disais, les fiches techniques de ces parcours pédestres ont été créées et publiées sur Visorando, application numéro 1 de la randonnée en France. Nous avons eu des retours en fait, par rapport aux randonnées proposées de personnes, dont une personne venant d'un département extérieur qui a plutôt apprécié le grand parcours justement. Afin de les compléter, un projet d'aménagement est prévu visant à signaler l'existence des sentiers, à guider et à sensibiliser le public sur la compréhension et le respect des éléments naturels et paysagers. L'aménagement projeté comprend, entre autres, l'installation de panneaux d'information au point de départ des parcours, donc un petit descriptif technique, la carte du parcours, et puis les points d'intérêt majeurs. Donc quelques pupitres pédagogiques, ça c'est au niveau des zones naturelles protégées. Donc par exemple au niveau de la pelouse calcicole de Moncourt, voilà, là il est prévu d'installer un pupitre pédagogique. Également dans la zone où se trouvent les crapauds sonneurs à ventre jaune, au niveau du bois de la côte 204, et puis au niveau de la zone humide de la collinette. Donc il s'agit d'installer aussi une table d'orientation situant Essômes-sur-Marne dans son écrin, voilà, la vallée de la Marne. Cette table se situant, quand on prend le GR, peut-être que je ne devrais pas donner autant de détails, comme je connais le parcours, excusez-moi. La table d'orientation est prévue en montant le GR, en fait, après la Croix de l'Âne, en direction du monument américain. Donc c'est dans ce cadre qu'il est proposé de solliciter une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de la deuxième enveloppe, le projet dépassant le cadre strictement communal. Parmi les devis reçus, celui de la société Picbois, spécialisée dans la conception et la fabrication d'éléments de signalétique, a retenu l'attention de la commission. Donc le coût de l'aménagement, conception et pose comprise, présente un coût total hors taxe de 26 105,81 €, soit 31 326,97 € TTC. Le plan de financement serait le suivant, donc au niveau du fonds de concours, 20%, soit 5 221,16 €. Au niveau du fonds LEADER, donc le fonds LEADER, pour rappel, c'est un programme européen au service de la ruralité. LEADER signifiant liaison entre actions de développement de l'économie rurale.
Donc 60% au titre du fonds leader, soit 15 663,49 €, reste à charge de la commune sur le coût total hors taxe, 5 221,16 €, sur le coût TTC, 10 442,32 €. Donc sur ces explications, le conseil municipal, alors peut-être que vous avez des questions avant de voter. Non, des compléments. Je rappellerai simplement que dans le dernier magazine 91, vous avez plusieurs pages qui sont consacrées avec pour la première fois les QR codes qui vous permettent d'avoir directement les indications. Et pour celles et ceux qui se rendent compte, il y a beaucoup de randonneurs qui viennent sur la commune, pas seulement sur notre commune, mais beaucoup de randonneurs qui viennent sur la commune. Et je crois que c'est un plus, et puis ça puisse inciter chacun d'entre nous aussi à faire ces parcours. Alors on commencera peut-être pas par suite des kilomètres, enfin en ce qui me concerne, mais les autres peut-être en premier. Voilà, là s'il n'y a pas de questions, on peut... Oui, donc merci Jean-Paul. Donc le conseil municipal est appelé à approuver le projet d'aménagement des sentiers de randonnée, valider le devis présenté par la société Picbois pour un montant total de 26 105,81 €, soit 31 326,97 €, inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024, solliciter la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de l'enveloppe numéro 2 des fonds de concours pour un montant total de 5 221,16 €, solliciter un démarrage anticipé de l'opération et autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de fonds de concours, dont la fiche projet. Très bien. Donc on peut passer directement au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, pour les porteurs de pouvoir, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Donc 22 pour, une abstention. Merci pour ce vote. Vous avez tous remarqué que si tout se passe bien, c'est une action qui sera financée par la subvention à hauteur de 80%. Virginie, tu as toujours la parole pour la délibération 28. Merci. Donc j'enchaîne pour cette délibération qui concerne toujours l'aménagement des sentiers de randonnée. Donc cette fois-ci, il s'agit de la demande de subvention au titre du programme LEADER. Donc je pense que je vais vous épargner la lecture de la délibération puisqu'il s'agit du même projet. Donc juste un petit point, effectivement cette fois-ci, je vous lis juste le petit paragraphe. C'est dans ce cas qu'il est proposé de solliciter une demande de subvention au titre du programme LEADER, le projet s'inscrivant dans le cadre de la fiche action numéro 4 de soutien à la transition énergétique et à la préservation des ressources naturelles par la voie de la sobriété, puisqu'effectivement, le fait de faire connaître les chemins de randonnée qui relient les hameaux, c'est aussi pour inciter les habitants de la commune à utiliser les mobilités douces. Donc, la marche à pied, le vélo s'impose dans ce cadre, à condition qu'il fasse beau, bien sûr. Alors, donc, les sommes, le devis Picbois, c'est toujours le même. Donc, je reprends le plan de financement serait le suivant. Fonds de concours, deuxième enveloppe, 20%, donc soit 5 221,16 €. Fonds leader, 60%, soit 15 663,49 €. Donc le reste à charge pour la commune sur le coût TTC, 10 442,32 €. Donc sur ces explications, le conseil municipal est appelé à approuver le projet d'aménagement des sentiers de randonnée, valider le devis présenté par la société Picbois pour un montant total de 26 105,81 € hors taxe, soit 31 326,97 €. Inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2024, solliciter le programme LEADER porté par le PETR UXA pour un montant total de 15 663,49 €, solliciter un démarrage anticipé de l'opération et autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de subvention. Très bien. Sur le même sujet, je ne pense pas qu'il y ait d'intervention. Très bien, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, une abstention, c'est vrai. Donc 22 pour, une abstention, merci. Alors de tête, je crois que c'est la première fois qu'on sollicite le fonds LEADER sur la commune.
Bon, ça fait partie du travail qui se fait de la part de l'équipe à chercher tous les subventionnements évidemment possibles. Je te remercie. Voilà, on va y arriver. Ouais. Sinon, on va se débrouiller comme ça. Très bien, ça va aller mieux, j'espère. On va voir. Donc, on peut continuer. Tu as toujours la parole pour la délibération 29. Virginie. Oui, merci. Donc, il s'agit cette fois de la réfection du terrain de sport et donc d'une demande de fonds de concours auprès de la carte au titre de la deuxième enveloppe. Donc, comme vous le savez déjà, nous en avons déjà parlé, donc il est envisagé la réfection du terrain de sport. Donc, je vous précise d'emblée que cette rénovation s'inscrit dans un projet global d'aménagement d'un espace sportif élargi, dont la réflexion est en cours. Cependant, la rénovation du terrain, méritant d'être réalisée à court terme, mérite d'être réalisée à court terme compte tenu de son état. Donc, vous avez certainement pu le constater. Donc, le projet prévoit notamment le remplacement des agrès de basket et de hand et bien évidemment la réfection des sols et la réalisation des marquages du terrain. C'est dans ce cadre qu'il est proposé de solliciter une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry au titre de la deuxième enveloppe, le projet dépassant le cadre strictement communal. Et je tiens à préciser que sur ce terrain se réunissent des joueurs venant effectivement des communes alentours. Donc un devis a été établi par la société RVM pour un coût total hors taxe de 43 807 €, soit 52 568,40 €. Le plan de financement serait le suivant. Fonds de concours, deuxième enveloppe 20%, soit 8 761,40 €. Un reste à charge pour la commune sur le coût total hors taxe de 35 045,60 €, sur le coût TTC 43 807 €. Sur ces explications, le Conseil, j'ai oublié de vous demander si vous aviez des questions sur la rénovation du terrain. Une demande de subvention à la région et au département. Alors oui, donc je me suis renseignée, notamment puisque le terrain, notamment dans le cadre des événements organisés par l'UNSS, est utilisé par les établissements scolaires du second degré. Donc les collèges étant financés par le département et les lycées par la région. Donc j'ai sollicité effectivement. Par contre, j'ai obtenu d'emblée un refus puisqu'il s'agit d'un terrain ouvert à tous et pas d'un gymnase en fait fermé. D'autres questions? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Pour les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, un vote à l'unanimité, 23 pour. Je rappelle quand même, parce que, pas obligatoirement pour nous, mais pour les gens qui écoutent, on a parlé de fonds de concours, enveloppe numéro 1, enveloppe numéro 2, je tiens bien à préciser, les enveloppes numéro 1, ce sont des sommes affectées par la commune d'agglo à chaque commune, selon un mode de répartition, et chaque commune a 3 ans pour consommer, j'ai envie de dire, sa dotation. Le fonds de concours numéro 2, là, est complètement différent, puisque les projets pour lesquels les communes demandent des subventions doivent être d'intérêt communautaire. Et Virginie l'a bien rappelé, en ce sens que ce lieu est partagé par des habitants des Saumes, des jeunes des Saumes, mais aussi des jeunes des communes avoisinantes. Nous allons passer donc à la délibération numéro 30, et là je vais céder la parole à M. Karim Sibouch pour les illuminations. Bonsoir à toute l'Assemblée, à nos spectateurs. Donc là, une petite question assez simple. C'est dans le cadre du renouvellement des éclairages de Noël. Donc on avait déjà investi dans du matériel. Et là, l'idée, c'est de recréer 8 prises d'extérieur, une par hameau. Voilà. Donc ces installations sont réalisées par l'UCEDA dans le cadre des compétences qui sont transférées. Le coût global de l'opération, calculé aux conditions économiques en vigueur, s'élève à 1 619,31 € en taxes.
En application des conditions financières de l'UCEDA, le montant de la contribution s'élève à 1 035,54 € hors taxes et sera réparti comme suit. Le montant des travaux, donc je vous ai indiqué 1 619,31 €. Participation de l'UCEDA 583,77 €. Le reste à charge pour la commune 1 035,54 €. La contribution sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics, conformément au marché public de l'UCEDA en cours. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions sur ces petits travaux? Oui. C'est juste, c'est des nouvelles prises. Oui, c'est ça. En fait, il existait déjà des installations. Il y en avait à peu près 7 sur la commune. Donc là, on les double. Ça va aller de à peu près 2 prises par hameau. Et ça va pouvoir nous permettre de faire des éliminations un peu plus sympathiques. Voilà. C'était prévu de les mettre en entrée et en sortie de hameau. C'est une bonne question. C'est pas encore établi, ouais, je vais réfléchir. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Voilà, alors donc vous êtes appelé à inscrire cette opération sur le budget de l'année en cours ou suivante et s'engager à verser à l'UCEDA à l'issue des travaux la contribution financière détaillée ci-dessus, actualisée conformément au marché UCEDA et des travaux réalisés, et de rembourser les frais d'études engagés à l'UCEDA en cas d'abandon du projet. Donc j'espère qu'on ne va pas abandonner un projet à 1 600 €. Voilà. Ouais, c'est bien vendu, donc. Allez, non, c'était une volonté qu'on avait, on ne l'a pas fait l'an dernier, on le fait cette année, et je crois que ce sera un plus pour l'ensemble de la commune, donc le bourg et surtout les hameaux, où c'est vrai, quand on se déplaçait, le bourg était plutôt bien servi, si on peut dire, et dès qu'on arrivait dans les hameaux, c'était pas évident. Alors ça, ce sera lié à une décision qui sera dans le budget, qui concernera justement la location de matériel d'illumination LED de Noël. Et ça, on y reviendra après. Très bien. On peut passer directement au vote, donc. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les porteurs de pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 23 pour, un nouveau vote unanime. Je vous en remercie. Karim, délibération 31, tu gardes la main. D'accord. Bon. Là, une idée d'investissement un peu plus importante, effectivement, c'est toujours dans le cadre de la gestion de l'éclairage public. Donc, on avait établi que sur les prochaines années, on allait continuer à chercher à baisser la consommation. Donc là, l'idée, c'est de progressivement, on va dire à moyen terme, remplacer la totalité des éclairages par des éclairages LED. Donc, gagner énormément de consommation sur l'éclairage public. Là, on est sur une première tranche de 100 points d'éclairage, sachant qu'on a un peu plus de 400 points. Pour une première année, on s'occuperait de 100 points d'éclairage. Voilà. Donc ces installations sont réalisées par l'UCEDA dans le cadre des compétences qui sont transférées. Voilà, on est toujours adhérent de l'UCEDA qui nous permet de faire des économies d'échelle assez importantes. Le coût global de l'opération, calcul de conditions économiques en vigueur à ce jour, ressort à, là c'est un peu différent, 68 727,74 €. Donc on est d'accord que c'est pour 100 réverbères. Hein. Ouais. Donc en application des conditions financières de l'UCEDA, le montant de la contribution s'élève à 35 295,86 € hors taxes et sera réparti comme suit. Montant des travaux 68 727,74 €. Participation de l'UCEDA 33 431,88 € reste à la commune 35 000 €, 295 000,86 €. C'est quand même pas mal. La contribution sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics conformément au marché public de l'UCEDA. Donc il faut bien comprendre que si on est aussi soutenu par l'UCEDA, c'est qu'il s'y retrouve en clair sur la consommation d'énergie. Après, voilà, donc, je vous demande si vous aviez des petites questions sur cet investissement. Il y a combien de points? 417. 417 exactement, de 417 points lumineux sur l'ensemble de la commune. Donc là, on est budgétairement, histoire que ça passe mieux, on passe par tranche de 100. Et là, on part sur le budget de l'année 2025. Oui, alors il faut savoir que quand on fait des demandes à l'UCEDA, il y a beaucoup de communes qui font des demandes à l'UCEDA. On a eu le même coût pour les bornes électriques d'ailleurs, de recharge électrique. On fait des demandes et parfois ça ne passe pas dès la première année, mais c'est enregistré. Et ensuite, ça passe au plus tard la deuxième année. Donc après, on verra techniquement, ce qu'on laisse au 2024, c'est ce qu'on provisionne pour 2025. Enfin bon, après, ça va voir. On avait déjà eu au moins une réunion, voire deux, avec l'UCEDA et d'autres partenaires.
On avait pu travailler, Karim, tu t'en souviens, y compris sur les points les plus énergivores, qui concernaient notamment 5 pylônes. Alors là, c'était la catastrophe. Et puis ensuite, l'éclairage de l'avenue Charles de Gaulle. Donc il s'agit de trouver de l'éclairage, mais pas seulement, parce que sans, ça va être beaucoup plus loin. Il y en aura dans les hameaux, il y en aura un peu partout. Certainement à vous aussi, avec la départementale et Rouvron. Donc voilà, donc l'idée ce sera par la suite de bien voir lesquels on est en priorité, comment ça se joue. Vous voyez que sur 2 ans ou 3 ans, on arriverait à 300 points lumineux avec un gain incontestable. Il faudra bien vérifier aussi quand même que la luminosité reste bonne, parce que ça c'est important. En sachant encore une fois que, mine de rien, on a 417 points sur la commune, ce qui est énorme, et que parfois on a des demandes de rajout qui peuvent être justifiées. Je pense à Bascon, par exemple, près de Stéphanie, je pense que tu vas pas me contredire, avec les enfants qui vont à la Rébus, et là qui passent, ils ont une zone noire assez conséquente. Donc voilà, on nous envoie de temps en temps. Et par contre, on est aussi en train de réfléchir, dans certains cas, pour pallier et ne pas avoir de nouveaux pylônes. Et on va faire un essai cette année à utiliser des ombrières. Donc on va faire un premier essai avec un ombrière, donc énergie solaire, voir ce que ça donne. Et si c'est le cas, je pense qu'on pourra pallier certaines situations aussi par des ombrières. Voilà. J'ai peut-être, en intervenant, j'ai dû susciter des questions. Bruno. Oui, c'était juste une question par curiosité. Il y a certains éclairages publics qui sont sur des propriétés privées. Oui. Donc les gens seront bien prévenus, des interventions et autres. Oui, ben, ça va être un petit peu obligatoire. D'ailleurs, merci de lever le livre, comme on dit. On a eu le problème avec une dame qui avait faire une réflexion de façade. Ça a duré des semaines parce qu'en fait, on n'a jamais réussi à trouver de documents qui nous liaient à elle. En fait, elle avait un éclairage public sur sa propriété privée. Je crois que c'est le cas d'au moins une quinzaine d'habitants dans la commune. Et ils seront tous contactés un par un. On devra sûrement rétablir des liens légaux, on va dire. Alors, on a des soucis pour l'éclairage public, mais il ne faut pas oublier que sur les pylônes, on peut avoir aussi, par exemple, les boîtiers pour l'accès au débit. Oui. Donc, on peut avoir quelqu'un, propriétaire, qui dit non, je ne veux pas qu'on touche puisque le pylône est sur ma propriété. Donc, on a eu certains cas comme ça à gérer, parfois dans la souffrance et la difficulté mutuelle. Voilà. On a répondu à ta question ? Très bien. Je vais signaler que Valérie serait peut-être un peu en retard. On parle d'électricité, justement, Valérie. On n'expliquera pas la raison de ton retard. Mais... Catherine ? Oui, j'avais une question. Comment ils fonctionnent, en fait, les lampadaires ? Est-ce que c'est une variation de lumière en fonction du jour, ou est-ce que quand il y a quelqu'un qui passe... Actuellement ? Non, dans ce projet-là. Ah, ce projet-là. Donc là, ce projet-là, c'est vraiment le remplacement des lampes à incandescence par des rampes de LED. Donc en fait, ça va être le même fonctionnement qu'aujourd'hui, avec une lumière sûrement différente, peut-être plus forte, plus blanche, et surtout là, une consommation indépendante. Et peut-être un allumage plus rapide, parce qu'actuellement, il faut 4-5 minutes pour qu'une ampoule s'allume. Donc ça ne change rien pour l'instant non plus aux horaires qu'on a mis en place. En fait, il y a des capteurs. Il y a des capteurs, alors il ne faut pas qu'il y ait une haie qui vienne se mettre sur le capteur, sinon c'est gênant. Et le capteur donc alerte et met en route en fonction de la luminosité et des horaires prévus. Je rappelle aussi qu'avec l'UCEDA et un travail avec Karim, entre autres, et pas seulement, mais avec Karim, donc on a eu la mise en place de l'éclairage que l'on peut piloter. On est 5 sur la commune à pouvoir le piloter. Avec combien de secteurs ? 21 secteurs. 21 secteurs différents, et en plus ces secteurs ne correspondent pas par exemple à une rue entière. Sur une rue entière, vous pouvez avoir un pylône là, un pylône là, un pylône là, un pylône là qui dépendent du secteur AA1, et puis les autres qui dépendent du secteur AA2 par exemple. Donc voilà, alors on était amené à rallumer notamment au cours de festivités par exemple, ou d'animations locales. Donc ça se pilote avec le téléphone, voilà, on allume, on éteint. On peut aussi, heureusement, on n'a pas eu le cas, s'il y a un accident sur la route ou autre dans la commune, arriver des secours, on peut allumer, évidemment, pour mettre de la lumière. Voilà, il n'y a plus de questions. On peut passer au vote. Donc, qui est contre ?
Qui s'abstient? Pour les porteurs de mandat, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour ce nouveau vote unanime. Je prends la parole. Donc pour la délibération 32, donc il s'agit du vote des taux d'imposition 2024. Donc je vous rappelle, donc il s'agit par cette délibération de fixer les taux à appliquer pour l'année 2024 sur chacune des taxes directes locales. Après réflexion et dans un contexte inflationniste, je vous propose de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2024 pour ne pas faire subir une pression fiscale supplémentaire aux ménages, aux habitants d'une manière générale. Je vous invite donc à fixer les taux d'imposition pour l'année 2024 à chacune des taxes locales directes comme suit, qui correspondent donc exactement au pourcentage de l'an passé. La taxe foncière sur les propriétés bâties 47,01, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 24,86, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants 15,10. Y a-t-il des remarques sur cette décision? Je rappelle pour mémoire que nous avions légèrement augmenté, on l'avait déjà signalé au moment des vœux l'an dernier, donc l'année passée à peu près 2%, hein, enfin à peu près, les taux d'imposition qui n'avaient pas été bougés depuis 2016 ou 2017 si je ne m'abuse. Là, on pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter dans la période actuelle et que nos moyens financiers notamment, on le verra par la suite, à travers ce qu'on appelle l'état 1259 que nous aurons à compléter en fonction de cette délibération, nous permettront d'établir un budget en toute conformité et qui nous permettra de fonctionner correctement. Y a-t-il des questions? Là, je ne m'attends pas à beaucoup de votes contre, mais on verra bien. Qui est contre? Ah, excusez-moi, pardon. Est-ce que ça peut être intéressant que vous expliquiez peut-être le positionnement du contre? Contre le fait qu'on n'augmente pas les taux? Oui, ça peut être intéressant que vous exposiez si vous le souhaitez. Non, on aurait pu augmenter les taux d'habitation sur résidence secondaire et logements vacants. Ouais. Ah oui, ben c'est bien de le dire. Il y a pas mal de communes qui le font, par ici, dans le sud de l'Aisne, pour essayer justement d'éviter les logements vacants. Oui. Alors, je vous rappelle quand même que la dernière commission Finances-Travaux, alors j'ai évoqué non pas en termes d'augmentation du taux, mais en termes d'y regarder de plus près, en effet, sur les logements vacants. Donc, ça va un peu dans le même sens que ce que vous dites, à part que pour l'instant, on n'augmente pas. Ça éviterait un petit peu les... Pardon? Ça éviterait un petit peu tous ces logements qui sont un petit peu à droite à gauche. C'est exactement ce que j'ai développé à la commission. Alors, c'est pas tout à fait juste, si tu permets. Oui. Il y a des cas à voir différemment. Il y a des cas à voir différemment. Je suis d'accord avec vous sur la taxe d'habitation sur les logements secondaires, où là, effectivement, je vous rejoins sur un potentiel d'augmentation. Sur la taxe qui concerne les logements vacants, en vérité, quand on regarde les bases d'imposition que l'on a sur l'état du 59 et les dégrèvements qui sont accordés sur ces mêmes locaux vacants, il reste quoi en base? Il reste à peu près 10 000 euros. 10 000 euros à un taux de 15-10, ça fait 1500. On joue sur vraiment pas grand-chose. Alors après, on peut le faire. Ce qu'il faut voir sur cette taxe d'habitation sur les logements vacants, c'est qu'il y a des cas de dégrèvement qui sont importants et que ces dégrèvements sont à la charge de la collectivité aussi. Donc ça vient réduire le potentiel de cette petite taxe. Donc je vous rejoins sur les logements secondaires, sur les logements vacants, qui plus est, c'est souvent des situations qui sont insolubles pour les personnes qui en sont propriétaires. Vous avez des logements qui sont vacants par nature parce qu'ils sont impropres à l'habitation. Est-ce que c'est justifié dès lors d'augmenter une taxe d'habitation sur ces logements à partir du moment où ils sont impropres à l'habitation, qu'ils ont besoin de travaux de rénovation? Vous avez des locaux qui sont vacants parce qu'ils ne se vendent pas, parce ils ont un caractère exceptionnel, parce qu'ils ne correspondent pas au goût du jour, enfin, on peut trouver toutes les raisons. Donc c'est un élément qu'il faut aussi avoir en tête quand on veut jouer sur ce taux-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais apporter. Mais sachez bien qu'en termes de base d'imposition sur les logements vacants, on est sur une base de 10 000 euros. C'est pas grand-chose. Petite
ça n'empêche pas que par la suite, on continue les discussions dans les diverses commissions, hein, il n'y a pas de souci. Bon, ceci étant, moi, je vous appelle quand même à voter, c'est tôt. Hein. Donc, je vais reprendre le vote parce que je l'ai arrêté en cours de route, du coup. Hein. Donc, qui est contre? Donc, il me semble que j'avais vu 4 mains levées. Qui s'abstient? Parmi les porteurs de mandat, qui est contre? Hein, qui s'abstient? Donc, ça doit faire 5 contre et 18 pour, si je ne m'abuse. Je te cède la parole pour un point d'information obligatoire, d'ailleurs. Xavier. Non, il y a Jean-Yves. Ah, pardon, il y a Jean-Yves. Le CCAS. C'est la délibération 33, c'est le versement d'une subvention CCAS, donc pour approbation. Jean-Yves, il est où Jean-Yves? Voilà, tu as la parole. Bonjour à tous, déjà, pour commencer. Le conseil d'administration du CCAS s'est réuni le 29 mars 2024 et a pris connaissance des dépenses et des recettes réalisées en 2023. L'achat des colis de Noël pour les aînés de la commune, pour un montant total de 6 495,65 € représentait à lui seul environ 80% du budget total de fonctionnement du CCAS. Face au constat de l'augmentation du coût annuel des colis, les membres du conseil d'administration du CCAS ont débattu sur un moyen de réduire la facture finale. Il a donc été décidé d'augmenter l'âge des bénéficiaires de la manière suivante. Pour 2024, l'âge des bénéficiaires est porté à 71 ans. Pour 2025, l'âge des bénéficiaires est porté à 72 ans. Et de réduire le coût des colis par l'achat de produits locaux, par exemple. Cependant, le budget consacré à l'achat des colis restera à la hauteur de 6 500 €. Le complément éventuel sera assuré par le budget communal. De plus, le CCAS souhaite renforcer ses actions sociales envers les habitants, principalement sous les formes d'aides financières ou de bons alimentaires. Pour ces raisons, une subvention du budget communal d'un montant de 4 000 € s'avère nécessaire. Le conseil municipal est donc invité à approuver le versement d'une aide de 4 000 € au bénéfice du CCAS de la commune. Et les crédits seront inscrits au budget primitif 2024 de la commune, article 657 363. Y a-t-il des questions? Non. Bon, je tiens à dire que cette délibération, c'était déjà un sujet en discussion depuis plusieurs années. Dans le mandat précédent, je dis on, puisqu'on était un certain nombre à faire partie du conseil municipal, on avait déjà monté un petit peu l'âge. On a fait une étude qui nous montre que, et ça c'est une bonne chose, on a de plus en plus de personnes qui vivent plus longtemps et on est dans des tranches là où il y a pas mal d'habitants. On a regardé d'autres communes qui sont à 72 ans, voire 75 pour certaines. Et on pense que si on ne veut pas trop peser sur le budget CCAS et avec une possibilité de peser aussi sur le budget communal, à un moment ou un autre, il faut prendre une décision. Et donc cette décision, qui a été globalement partagée dans le CCAS, a été de dire, dans un premier temps, on monte d'un an, la deuxième année, on monte de 2 ans pour arriver à 72, et là, ce sera très certainement un palier pour plusieurs années. Donc voilà. Moi, je peux rajouter une information. Si on laissait l'âge de 70 ans sur les 3 années à venir, il faut savoir qu'en 2025, il y aura 28 personnes supplémentaires. En 2026, 24. En 2027, 33, soit un total de 85 personnes sur les 3 ans à venir.
C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Donc je reprécise bien que cette délibération concerne l'âge, mais est aussi assortie de deux autres éléments. Le fait que par rapport au colis, le complément éventuel, le dépassement éventuel sera assuré par le budget communal, ce qui a été fait l'an dernier, à hauteur d'un peu moins de 800 €, et qu'il y a une volonté pour le conseil, le CCAS, pardon, de bien prendre en compte aussi la dimension, j'ai envie de dire, sociale des demandeurs. On l'a vu par rapport aux aides alimentaires ou autres points pour lesquels ils viennent me voir. Je tiens à souligner le travail de Jean-Yves, qu'on fait en collaboration d'ailleurs étroite, hein, par rapport à un certain nombre de gens qui viennent me voir et qui sont momentanément, on l'espère, dans des situations difficiles pour diverses raisons. Et je rappellerai toujours que nul n'est à l'abri de se retrouver dans une situation difficile. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Parfois, on se pense dans un certain confort, mais les aléas de la vie peuvent amener aussi à ce qu'on se retrouve dans une situation difficile. Jean-Jacques. Oui, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des conditions de ressources éventuelles ou pas du tout concernant cette attribution de colis. Alors, actuellement, il n'y a aucune condition de ressources. Donc, chaque habitant de la commune, en essayant de ne pas en rater, parce que c'est compliqué, hein, on sert essentiellement de la liste électorale, mais tout le monde n'est pas sur la liste électorale. Par ailleurs, on peut avoir des ressortissants qui ne sont pas de l'Union européenne, mais qui peuvent être bénéficiaires du bénéfice de l'âge. Donc, il n'y a pas. Donc, ce qui se passe, c'est que d'eux-mêmes, certaines personnes nous disent allez, vous donnez le colis à quelqu'un d'autre, ou je ne prendrai pas le colis, mais actuellement, il n'y a pas de condition de ressources. Je sens dans ta question une possible discussion dans le futur réunion du CCS. D'accord. Donc, en l'état de ce qui vous a été présenté, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Pour les porteurs de mandat, qui est contre? 1. Qui s'abstient? Ok. Donc, la délibération est adoptée avec 1 contre, 2 abstentions et 20 pour. Xavier, point d'information. Alors, point pour information, c'est le point sur les indemnités de toute nature dont bénéficient les élus. Alors, vous me permettrez de vous faire lecture de l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, qui impose désormais aux communes la réalisation d'un document établissant un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros, la fois, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat, au sens des livres, etc. Donc, vous avez, pour remplir cette obligation qui nous incombe, vous avez en page 14, et certainement à l'écran, j'imagine, le tableau qui retrace les indemnités versées en 2023 aux élus communaux. Je pense que vous l'avez consulté. Avez-vous des observations par rapport à ce tableau? Alors, bien entendu, on est sur des montants bruts et c'est sur le montant annuel, hein, bien entendu. Là-dessus, on ne fait pas état des prélèvements sociaux qui sont effectués, des cotisations retraite, etc., etc. Vous remarquerez qu'il n'y a que des indemnités de fonction dans ce tableau, puisqu'il n'y a eu en 2023, mais c'était le cas sur les années précédentes du reste, aucun remboursement de frais et aucun avantage en nature. Donc ça, c'est pas soumis au vote, hein, c'est uniquement au titre d'information. Nous arrivons au budget primitif. Xavier. Alors, point numéro 34, c'est le budget primitif de 2024. Donc, monsieur le maire l'a rappelé, il y a eu 4 commissions finances, dont une fusionnée avec la commission travaux. Il y a eu la participation de beaucoup d'élus, il y a eu la participation de beaucoup d'agents communaux.
À titre personnel, j'ai fait un petit calcul. On a dû passer plus d'une centaine d'heures cette année sur ce budget. Ce budget s'établit de la manière suivante. En dépenses, la section de fonctionnement s'équilibre à 2 955 572,45 € et la section d'investissement s'équilibre à 2 146 178,71 €. En page numéro 15 de la note et également sur le tableau ici même, vous avez les grandes lignes du budget en section de fonctionnement et en section d'investissement par chapitre. Quelques précisions. Au chapitre 12, on intègre également dans ce chapitre les dépenses liées au chantier d'insertion et les charges supplétives également. Sur les recettes de fonctionnement, on a distingué les recettes fiscales d'autres recettes à caractère paramétrique. Donc c'est pour ça que vous avez le 73 et le 731. Sur le 731 qui correspond au produit des impôts locaux, on a prévu une somme de 1 320 500 € qui me semble réaliste puisque quand on se projette sur l'état 1259 dont on a parlé tout à l'heure, on arrive à une somme qui est supérieure. Donc on est resté raisonnable. Ce budget a été établi en veillant à ce que chaque dépense prévue soit une dépense utile, chaque recette prévue soit une recette très prévisible. S'agissant des opérations d'investissement, donc ça, elles ont été détaillées lors de la commission fusionnée Travaux Finances. Vous en avez la restitution sous forme de tableau. Donc les projets d'investissement 2024, vous les retrouvez au chapitre 20 et au chapitre 21. On a donc grosso modo un potentiel d'investissement d'1 264 000 €. Les différentes opérations ont été présentées lors de la dite commission et vous avez en équilibre les dotations et les subventions que l'on va ou qu'on a déjà sollicitées. Avez-vous des observations par rapport à ce budget qui tient compte, j'espère, de tous les projets et de tous les sujets, et notamment le budget participatif, parce que je vois quelqu'un du budget participatif là-bas au fond. Oui. Alors, même si vous avez là les chapitres, rien n'empêche d'avoir une intervention par rapport à tel ou tel point qui sont dedans. Hein. Donc, on parlait du budget participatif, ça peut être autre chose. Hein. Rien n'empêche, en effet, d'aller un peu plus en détail et les réponses seront apportées. J'ai le droit de donner, en ma qualité de maire et président, la parole à un habitant ou une habitante qui est dans la salle. Donc, si vous souhaitez poser une question. Merci. En fait, je ne vois pas quel est le montant retenu pour le budget participatif. Donc là, il s'agit bien du bilan 2023. C'est la proposition du bilan 2024. Alors, il y a deux choses. On est sur le budget de l'année 2024. On a prévu nos dépenses, on a prévu nos recettes. Dans nos dépenses, il y a bien le budget participatif à hauteur de la même enveloppe que l'année précédente. Ma question était sur l'enveloppe non utilisée de l'année. Elle est reportée également sur l'année 2024. Tout ce qu'on n'a pas consommé, on l'a prévu dans nos comptes. Tout ce qu'on n'a pas consommé au titre du budget participatif parce qu'on n'a pas eu le temps de finaliser les projets, il y a eu plein de difficultés et tout ça, ça se reporte sur 2024. D'accord. De telle sorte qu'il y ait toujours cet équilibre de l'enveloppe annuelle sur laquelle on a prévu de travailler et sur laquelle on travaille. Donc même si je ne suis pas comptable dans l'âme, si mes calculs sont à peu près bons, il y a les 40 000 au titre 2024 et les grosso modo 35 000 € non utilisés. Il y a les deux. On aurait un budget potentiel de 75 000 € à dépenser jusqu'au 31 décembre 2024. En tout cas, si je peux vous rassurer, Sarah, on n'a pas laissé tomber l'enveloppe 2023 non encore utilisée. C'est vrai que je n'étais pas sûre au vu de la dernière discussion que j'ai eue avec M. Bergot. Du coup, c'est pour ça que je suis venue ce soir, parce que je n'étais pas sûre d'avoir eu toutes les bonnes informations. Est-ce que vous êtes rassurée? Je suis rassurée. J'avais fait le distinguo entre 2024 et 2023.
D'ailleurs, les devis sont en attente de signature, hein, en attente de ce conseil municipal. Il faudra quelques jours, le temps qu'il y ait des allers-retours par rapport aux délibérations. Et les premiers devis pourront être signés, je pense, Stéphanie, courant semaine prochaine, début semaine prochaine. Très bien. Y a-t-il d'autres questions, Catherine? Je voulais savoir le remboursement de la carte pour tout ce qui est personnel de l'animation, ça représente à peu près combien? À peu près, hein. Les charges supplétives, c'est ça? Il faut savoir que dans les charges supplétives, il y a les personnels, il y a le chauffage, il y a tout. Hein. Alors, on a reçu dernièrement, parce que la Com d'Aglo avait un retard dans le remboursement des charges supplétives, ils ont remboursé 3 années de suite. Hein. Voilà, donc on a eu une belle somme qui est arrivée, mais elle est sur 3 années. Si on n'a pas l'indication au son qui me prête, on s'engage à la fournir pour de la semaine. Hein. Je recherche l'information, je la donnerai à... Voilà. C'est juste que j'arrive à trouver le bon compte. Ici, c'est bon. On est sur un volume de 37 000 €. Sur 2023? Sur 2023, on a réalisé 38 598,31 €, très précisément, et là on a prévu 37 000 €. Et là, c'était juste 1 an ou 3 ans? Alors, là j'ai pas le détail, mais il y a toujours du décalage en début d'année ou en fin d'année pour les remboursements que l'on perçoit. Comme il y a des délais plus ou moins importants selon les périodes, je n'ai pas le niveau d'information à ce stade, mais je pourrais regarder plus en détail et je t'enverrai le DLR. D'autres questions? Oui. Alors, faisant partie de la commission finance, budget, etc., heureusement, je trouve, parce que c'est quand même assez complexe, je trouve ça regrettable, monsieur, que ne soit pas diffusé un tableau qui est fort intéressant, qui a été donné durant la dernière commission finance, et qui montrait de façon très parlante, selon l'investissement, c'est-à-dire environnement, sécurité par thématique, hein, le cadre de vie, médiathèque, bâtiments communaux, voirie, école maternelle, opérations diverses, équipement, ce que ça représentait comme coût par rapport à l'habitant. Et ça me semble bien que ce soit diffusé plus amplement, parce que c'est très parlant. Par exemple, une thématique qui revient régulièrement et dont on a parlé la semaine dernière, c'est la voirie. Ça représente une dépense de 297,88 € par habitant. Voilà, c'est le plus gros budget de la commune. Le deuxième étant, si je ne me trompe pas, sur tout ce qui est investissement en génération de bâtiments communs, réflexion. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est la commission du 21 mars, la dernière page. Voilà. Alors si Stéphanie arrive à la retrouver sur l'ordinateur ou à la rétro-projeter là, c'est vrai que c'est... Moi j'avais dit à la commission, souvent quand on est dans le quotidien, on a des a priori. Il y a beaucoup d'argent consacré, alors je dis n'importe quoi, mais on va entendre parfois il y a beaucoup d'argent consacré aux écoles, ou il y a beaucoup d'argent consacré au patrimoine ou autre. Par contre, avec ce document, ça permet de dépasser l'a priori et d'être sur un constat réel. Et ça me semble important. On a d'autres indicateurs aussi qui nous permettent de regarder ce qui est investi sur la voirie et les bâtiments communaux depuis le début du mandat. Et donc il s'avère que ce qui a été investi sur ce point, au bout de 4 ans, correspond à ce qui a été investi sur l'ensemble du mandat précédent. Donc on peut penser que dans les 2 années qui viennent, où il y aura toujours la poursuite d'un investissement fort sur ces 2 points, on va être largement au-dessus.
tout en sachant que sur la voirie, et là, il ne s'agit pas de faire un reproche à qui que ce soit, parce que là, ça remonte à bien longtemps, on sait qu'on a énormément de travaux de partout à faire. Donc on y va progressivement, mais de manière importante. Bon. Alors, moi j'avais une question aussi par rapport, suite à la délibération de Virginie par rapport au terrain. Il y avait une réunion avec les associations pour voir un peu tout ce qu'on pouvait faire sur ce terrain, comment organiser. Et entre autres, il y avait un espace pour un terrain de pétanque. Alors, moi, je tiens à dire que ce n'est pas du tout abandonné, hein, loin s'en faut. Va y avoir une prochaine réunion. Là, on a priorisé pour l'instant le plateau, ce que j'appelle le plateau, hein, qui est en très mauvais état et tout. Et derrière, il va y avoir normalement, alors je ne sais pas quand exactement, mais une nouvelle réunion avec les associations, avec plan pour voir et tout, et d'ailleurs aussi avec une demande de rachat d'une parcelle adjacente qui pourrait nous permettre d'agrandir cet espace. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas obligatoirement dans le budget 2024 que c'est abandonné, loin s'en faut. Loin s'en faut. Et il y aura peut-être aussi d'autres demandes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je voulais rajouter par rapport à à ce tableau qui apparaît. Ah ben ça y est. Voilà, qui reste, qui n'est pas aussi fin que les renseignements qu'on a eus durant la commission. Il y a des chiffres que j'ai évoqués, sont les chiffres réels qui ont été donnés et qui ne peuvent pas être devinés. Mais ça permet quand même de voir, voilà, quelles sont les thématiques ou quels sont les axes prioritaires d'investissement de notre commune. Alors, je me souviens une année, c'était pas Xavier qui avait préparé pour chaque secteur, comme ça, sous la forme d'un billet, par rapport à 100 € dépensés sur le budget municipal, il y a 2,50 € qui va à l'environnement. Voilà. Alors, bon, voilà, c'est au-dessus. Donc, peut-être qu'il faut faire ce document et le publier, en effet, largement. Tout à fait. Ben, tu peux donner les chiffres, voilà, parce que c'est vrai que là, ça écrase un peu, on a l'impression qu'il n'y a rien sur certains secteurs. Alors c'est vrai que bon, là au moins c'est vrai que ce graphique montre quand même là où sont les investissements les plus importants quand on regarde les dépenses prévues par habitant. Maintenant, sur 100 € de dépenses d'investissement envisagées, presque la majorité vient, c'est la voirie, pardon. Pour 100 € de dépenses budgétées en investissement, il y en a 47,28 € pour la voirie. Il y en a 1,30 € pour l'école élémentaire, il y en a 3,70 € pour la mairie. Pour l'équipement des services municipaux, qu'ils soient administratifs, techniques ou autres, c'est 2 €. Pour l'école maternelle, c'est 1,27 €, donc c'est quasiment équivalent à l'école élémentaire. Pour la médiathèque, c'est 38 centimes en investissement. Pour tout ce qui relève de l'environnement, de la sécurité, du cadre de vie, c'est 11,77 €. Et pour l'entretien des autres bâtiments communaux, ça va être la salle polyvalente, ça va être les logements que l'on met en location, etc. Il y en a pour 26,49 €. Donc c'est un document qu'on a présenté en commission finance le 13 mars dernier. Si vous êtes intéressé, je peux vous communiquer, il n'y a pas de Y a-t-il d'autres questions? Je pense que c'est plus intéressant plutôt que de s'arrêter aux lignes et aller qui est pour, qui est contre, là qu'on rentre un petit peu dans certains points très concrets. Alors soit des actions, soit un petit peu la philosophie générale et en fait, n'importe quoi, un budget est politique. Un budget, ce n'est pas que technique. Il y a des choix. Très bien. Je vous ferai remarquer aussi, vous avez dû, comme moi, faire l'addition. Ça veut dire qu'on arrive, fonctionnement plus investissement, à dépasser les 5 millions € pour le budget communal. S'il n'y a plus d'intervention, on peut passer au vote. Donc, qui est contre le budget primitif 2024? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Parmi les porteurs de mandat, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, le budget 2024
est approuvé par 18 pour, c'est cela, et 5 abstentions. Nous allons pouvoir remplir cette fameuse fiche 1259 qu'on avait à l'écran tout à l'heure. Je vous invite à ne pas oublier de signer les documents qui doivent être signés en fin de séance, s'il vous plaît. Oui, alors par contre, je précise que sur les votes, avant que Valérie ne rentre, ils sont comptabilisés sur 22. Ah ben non, sur 23, puisqu'elle m'avait donné le pouvoir, ça reste sur 23, mais à part qu'après elle avait son autonomie de vote à partir du moment où elle est arrivée. Donc quelques informations agenda qui devraient arriver tranquillement sur l'écran. Je vais lancer la première information, ça va nous faire venir. Donc le premier, c'est la cérémonie avec Cédric Nankin, je vous rappelle, champion paralympique de rugby fauteuil, qui aura lieu le 29 mars à 11h15 à la médiathèque. Je vous rappelle que c'est une action qui part au départ de l'école et de la médiathèque, avec une interview de Cédric Nankin, et la réalisation d'un court-métrage, reportage, Jean-Brice, reportage, on va dire, hein, qui pourrait peut-être être même complété. Il y avait l'idée d'interviewer le médecin du sport ou autre, on verra bien. Hein. Donc, dans le cadre évidemment des champions, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est un grand monsieur. On le remerciera pour sa participation et il y aura cette petite cérémonie donc à 11h15 à la médiathèque à laquelle vous êtes bien sûr tous et toutes conviés. Il y aura une commission fête et cérémonie le mardi 2 avril, donc le lendemain d'un jour férié à 18h. Si je ne m'abuse, les ordres du jour, les convocations sont parties tout à l'heure avant le conseil municipal. Il y a pas mal de points. Réunion du CCAS, donc prochain conseil d'administration le jeudi 4 avril à 18h. Là, il s'agira à partir de la délibération qui a été votée, donc de la subvention de 4 000 € de pouvoir établir le budget 2024. Il y aura l'inauguration des travaux réalisés à proximité du temple de Mono. Vous avez vu tout à l'heure quelques images par le chantier d'insertion. En présence des ouvriers. Ça va, en fait, on va faire une inauguration de temps. On va faire avec les personnes qui ont réalisé, donc les gens du chantier d'insertion plus des techniques qui vont participer aussi. Et puis on fera donc un deuxième temps, si je ne m'abuse, le lendemain, le samedi 20 à 14h, sur place. Donc cette fois-ci seront invités tout le monde, nous, tous les conseillers municipaux, mais aussi les habitants de Mono qui souhaiteront venir à cette inauguration, donc le 20 avril à 14h. Et le prochain conseil municipal prévu, deuxième mardi du mois, donc ce serait le 14 mai. Pardon. Alors, il manque la CCID, les impôts directs, qui a lieu demain soir à 18h. À 18h. Pardon. Comment? Deuxième mardi. Il y a un problème, Eric? Non? Oui, c'est dommage. Enfin, si, c'est dommage. Ok. Donc, CCID, donc demain à 18h. Donc là, je vous rappelle, à la CCID, ce sont donc un certain nombre d'élus et d'habitants qui ont été désignés par Monsieur le Préfet sur proposition d'une liste qui était très longue. Et ensuite, ce sont les services de la préfecture qui ont désigné des membres titulaires et des membres suppléants.
Oui, c'est les finances publiques. C'est pas le préfet. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres... Il y a des questions pas? Oui. J'aurais voulu avoir des renseignements sur ce qui s'est passé le week-end du 13 au 14 à Crogis. Il y a eu des visites de famille et savoir si vous avez eu des infos par rapport à ça. Ben, ça tombe bien, on a des habitants de Crochy là qui sont là. Donc en fait, je pense que tu fais référence à la rêve partie qui a eu lieu à Coupereux. Ah bah c'était ouais, par rapport à chez moi, c'était par là quoi. Oui. Ah d'accord. Oui, ben, la maire de Coupereux, conseillère régionale et présidente de la C4, m'a appelé très tôt le matin. Voilà. Donc c'était la Xème rêve partie sur le terrain. Alors en fait, ça se situe vraiment à la pointe. Il y a Charlie, Coupereux, nous. On a eu l'occasion d'en parler aussi ensemble, hein, si je ne m'abuse. Voilà, donc l'idée était que, et j'ai donné mon accord, que peut-être avec la maire de Charlie, la maire de Coupereux, présidente de la Com d'Aglo, le maire des Saumes, peut-être les maires de 2-3 communes avoisinantes, on demande un rendez-vous auprès des services de la gendarmerie afin d'étudier un petit peu ce sujet et ce problème. Alors parfois ça fait un peu de psychose sur la commune parce que évidemment derrière il y a pas mal de forces de gendarmerie qui arrêtent, qui verbalisent. Donc il y a un certain nombre de verbalisations essentiellement pour des problèmes d'alcool ou de drogue. Bon, ceci étant, ça ne représente pas l'ensemble des participants, que ce soit clair. Hein. Mais bon, alors, voilà. À côté d'Aldi, il y a une pas mal de gendarmes. On m'a demandé qu'est-ce qu'il y a eu, un cambriolage, un vol. Non, rassurez-vous, c'était la partie. Voilà. Bon, enfin, voilà. Ça fait plusieurs fois hein, que ça se situe sur le même terrain d'ailleurs. C'était pas la commune. Voilà. Il y a d'autres questions? Pascal peut-être? Non. Ah, aussi au Charnel? D'accord. Donc c'est pas un épiphénomène local et sourd? Non, on récupère, on a récupéré tous les rêveurs de la Marne, parce que le préfet de la Marne a fait un arrêté en décidant de ne plus organiser de répartition. Les forces de l'ordre peuvent donc intervenir, et là le préfet normalement devrait signer un arrêté pour l'Aisne, justement. On va voir ça. On va voir si ça va. En sachant que les conditions matérielles et techniques ne seront peut-être pas toujours évidentes. Mais bon, ça fait des belles saisies de drogue quand même. Bon, voilà. Très bien. Pas d'autres? Oui. Un point à l'agenda le lundi 8 avril à 16h45, il y aura l'inauguration d'un site de compostage partagé qui va s'implanter au niveau des Glycines. Voilà, donc en partenariat avec la Com d'Aglo, donc lundi 8 avril à 16h45 normalement. Oui, excusez-moi, c'est moi qui l'ai. Bon, il y a d'autres choses aussi en cours. Il y a le projet, mais là on n'a pas encore la date, d'un film. Si tu peux en parler aussi peut-être. Sur la commune, sur la biodiversité. Ça c'est en projet pour l'instant, donc on verra un petit peu. Il y a une éventualité, voilà, possible une éventualité de réaliser que la commune soit concernée sur la suite de son travail sur la biodiversité. Oui, parce qu'en fait il y a le CAUE de l'Aisne qui nous a sollicité pour réaliser un film pour mettre en avant la commune et en particulier les actions qui sont menées autour de la biodiversité. Et donc voilà, ça devrait se faire prochainement. Alors les dates je ne les ai plus, mais voilà. Donc ce sera diffusé normalement à toutes les communes qui voudraient se lancer dans le dispositif Ville et Villages Fleuris pour servir un peu pas d'exemple, hein, mais montrer un peu ce qui peut être fait sur la commune en termes de politique envers la biodiversité. Voilà. Très bien. Stéphanie, le registre sera signé pour Maison où? Très bien. Donc je vous rappelle, il faut absolument signer pour le côté administratif. Écoutez, je vais clore ce conseil municipal en vous remerciant pour votre présence et votre participation. À bientôt.
quelques forces vives pour aider Kevin à s'emballer, n'hésitez pas.